3 jours après notre mariage civil, mon mari tout beau tout neuf a renversé la table d'un seul coup de pied. Les plats et les assiettes se sont fracassés au sol dans un grand vacarme. La sauce épaisse du bœuf bourguignon a éclaboussé les jambes de mon pantalon. Un éclat de porcelaine, rebondissant sur le parquet stratifié, a percuté mon pied, laissant une égratignure blanche et superficielle sur ma peau. J'avais encore dans les mains mon petit bol à moitié vide, et ma fourchette s'était figée en l'air. Le morceau de viande que je venais de piquer n'avait pas atteint ma bouche. « Je te parle, tu es sourde ?» Thomas se tenait là, au milieu des décombres. Les veines de son cou étaient gonflées, et son visage était devenu cramoisi. Ma mère me l'avait bien dit. Une femme, ça se tient en laisse courte. Tu lui mets une bonne raclée une bonne fois pour toutes, et elle devient tout de suite obéissante. Tu t'es mariée, tu es entrée dans la famille Leroux, alors tu vas respecter nos règles. Tu te crois encore la grande dame dans ta petite maison? Tu vas enfin comprendre quelle est ta place? J'ai posé délicatement ma fourchette sur le bord de l'une des rares assiettes restées intactes, puis j'ai déposé le bol tout aussi silencieusement. Mes gestes étaient lents, comme si je manipulais un vase antique d'une grande fragilité. Le bruit du récipient contre le bois n'a absolument pas couvert les hurlements de Thomas. Quelle règle? J'ai attrapé une serviette en papier, je me suis essuyé les mains et j'ai levé les yeux vers lui. L'intégralité de ton salaire sera virée chaque mois sur notre compte commun, auquel ma mère a aussi accès pour contrôler les dépenses. Tu entretiendras toute la maison avec ton propre argent. Tu te lèveras à 6 heures du matin pour me préparer un petit déjeuner chaud. Et le soir, quand je rentrerai du boulot, tu m'attendras avec le dîner et une bière. Et encore une chose. Il a fait un pas vers moi, me surplombant de toute sa hauteur alors que j'étais assise sur la chaise. L'odeur d'alcool mélangée à l'ail et à l'oignon qui émanait de sa bouche m'a fait plisser les yeux. Quand l'homme parle, la femme se tait. Si elle répond, elle s'en prend une. Ma mère a dit que si une gifle ne suffit pas, il faut la battre jusqu'à ce qu'elle comprenne. Je l'ai regardé. Ce même homme qui, hier encore, m'enlaçait et m'appelait tendrement son trésor, sa précieuse épouse, ressemblait maintenant à un sanglier enragé me montrant les défenses. Avant le mariage, il disait « Ma mère est très attachée aux traditions », et il me demandait « Ferme les yeux sur ces petites bizarreries ». Avant le mariage, il affirmait avoir un excellent caractère et demandait de la compréhension pour ses petits défauts. Avant le mariage, il m'invitait dans des restaurants italiens hors de prix, vêtu d'une chemise élégante, parlait doucement et calmement, et me demandait même s'il pouvait me tenir la main. Tout ce qui s'était passé avant le mariage n'était qu'un tissu de mensonges. Toute cette culture, cette douceur, ces discours disant que j'étais la fille la plus exceptionnelle qu'il ait jamais rencontrée, ce n'était qu'un appât. Maintenant que le poisson avait mordu à l'hameçon, le pêcheur pouvait faire tomber le masque. Soudain, j'ai éclaté de rire. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Thomas a été décontenancé un instant, et ce sourire l'a poussé à reculer instinctivement d'un demi-pas. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'une femme qui venait de voir son mari fracasser la table, au lieu de trembler de peur, se mette à rire de la situation. Je me suis levée, je me suis approchée du mur, et je me suis penchée pour ramasser un éclat de porcelaine. C'était une pièce d'un service de Limoges que ma mère avait glissé dans ma valise le jour où j'avais quitté la maison. Un souvenir s'était brisé et ne serait plus jamais entier. J'ai fait tourner le tesson tranchant entre mes doigts, puis j'ai levé les yeux vers Thomas. Mon sourire avait totalement disparu. Il a été remplacé par une voix froide, presque étrangère à moi-même. Lorsque j'ai prononcé la phrase suivante, « Je me demande juste à quoi ça ressemble à battre jusqu'à ce qu'elle comprenne », avant même que mes mots ne s'éteignent, j'ai reculé mon pied droit d'un demi-pas, j'ai abaissé mon centre de gravité et j'ai lancé un mègerie d'une technique irréprochable, un coup de pied frontal de karaté. Mon talon s'est abattu avec une précision chirurgicale en plein dans le plexus solaire de Thomas. J'ai eu l'impression de donner un coup de pied dans un sac de pommes de terre pourries. Mon mari a été projeté en arrière et, dans un bruit sourd, son dos est venu percuter le meuble télé. Notre photo de mariage encadrée a vacillé et est tombée face contre terre. Thomas a glissé le long de la façade du meuble pour s'effondrer sur le sol, se tenant la poitrine. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, et ses yeux étaient exorbités. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai ramassé la photo. Le verre était brisé. Elle avait été prise il y a à peine un mois, mais j'avais l'impression qu'un siècle s'était écoulé. J'ai reposé le cadre sur le meuble. Je me suis approchée de lui, je me suis accroupie, et j'ai tapoté sa joue déformée par la peur. Tu avais raison, Thomas. Il faut battre jusqu'à ce que ça rentre. Mais je crois que tu t'es trompé sur un point. J'ai saisi son menton, l'obligeant à me regarder droit dans les yeux. J'ai articulé chaque mot lentement.
Reste à savoir qui va battre qui ici. Tu n'as même pas cherché à savoir ce que faisait ta femme avant, et tu lèves déjà la main sur elle. Ta mère ne t'a pas dit qu'avant de se marier, il vaut mieux faire quelques recherches sur le passé de son partenaire? Halikoni. Je m'appelle Alexandrine. Mon père m'a donné ce prénom parce qu'il pensait qu'une fille devait être aussi dure qu'Alexandre le Grand. Dommage qu'après m'avoir nommé ainsi, il ne se soit plus vraiment occupé de moi. Quand j'avais 3 ans, il a tellement battu ma mère qu'elle s'est enfuie de la maison. Tout comme Thomas, mon père partageait ce principe selon lequel il fallait battre sa femme pour qu'elle soit soumise. Après le départ de ma mère, il rentrait ivre et passait sa frustration sur moi. Il utilisait sa ceinture, ses chaussures, ses poings. Il a déversé sur moi toute la haine qu'il vouait à ma mère, parce que j'étais le seul être sur lequel il pouvait se défouler en toute impunité. J'avais 6 ans. Les ecchymoses sur mon dos ne disparaissaient jamais. L'été, j'avais peur de porter des robes, et quand les enfants à l'école me posaient des questions, je disais que j'étais tombée de vélo. Mon institutrice a vu mon dos une fois, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste servi un thé chaud. Quand j'ai eu 7 ans, un vieux monsieur a emménagé dans l'immeuble voisin. Il s'appelait Monsieur Marcel, et il dirigeait le club d'arts martiaux du quartier. Le premier jour, alors qu'il montait ses cartons, il est passé par là juste au moment où mon père me battait dans la cage d'escalier. Monsieur Marcel n'a pas dit un mot. Il a posé ses cartons, s'est approché et a tapoté l'épaule de mon père. D'après les récits des voisins, j'ai appris plus tard que mon père avait été descendu des escaliers sur un brancard. Ce grand gaillard de 40 ans avait été attrapé par le col par un vieil homme aux cheveux blancs, traîné comme une poupée de chiffon, puis jeté dans les escaliers d'un coup de pied bien placé. À partir de ce jour-là, Monsieur Marcel m'a prise sous son aile. Je me souviens de lui, debout dans notre salon, me regardant alors que j'étais recroquevillée dans un coin, et prononçant des mots que je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, ma petite. On n'apprend pas les arts martiaux pour faire du mal aux plus faibles. On les apprend pour que personne d'autre ne puisse nous faire du mal. Ce que ton père te doit, ce que le monde te doit, tu devras le reprendre par toi-même. À partir de ce jour, j'ai fait du karaté Kyokushin. Tous les jours après l'école, sans exception, Monsieur Marcel m'apprenait coup après coup sur les tatamis de son ancien club. Si je n'y arrivais pas, je recommençais 100 fois. Si c'était encore mauvais, 1000 fois. Je m'entraînais jusqu'à ce que mes genoux saignent, forment des croûtes, puis s'ouvrent à nouveau, jusqu'à ce que les callosités sur mes mains deviennent dures comme du papier de verre, et que chacun de mes coups fende l'air dans un sifflement sonore. À l'adolescence, j'ai gagné des médailles. Au lycée, j'ai obtenu ma ceinture noire. Quand M. Marcel me l'a remise, il a caressé ma tête et a dit « Maintenant, plus personne ne te fera de mal, Alex. » Je me suis agenouillée sur le tatami et j'ai fondu en larmes, le front contre le sol. Je suis partie étudier à Rouen à l'université. Pendant 4 ans, j'ai fait du kickboxing. Monsieur Marcel disait que le karaté traditionnel et le kickboxing full contact relevaient de 2 logiques différentes. Il fallait connaître les deux pour savoir vraiment se battre. Le karaté, c'est la discipline et les techniques pures. Le kickboxing, c'est la réalité brutale du ring. Briser l'adversaire dans les limites des règles. L'un t'apprend la maîtrise de soi, l'autre la libération de la force. À l'université, aucun mec de la section ne tenait plus de 3 rounds avec moi en sparring. Le président du club, un colosse de 2 mètres, après que je l'ai projeté sur le tatami, est resté au sol pendant 1 minute à chercher son souffle. Quand il s'est relevé, il m'a juste dit « Alex, ton futur mari, s'il t'énerve, il aura intérêt à appeler les pompiers tout de suite. » À l'époque, j'avais pris ça pour une blague. Après l'université, je suis rentrée dans ma ville natale. J'ai commencé à travailler comme coach au complexe sportif municipal. En 3 ans, j'ai formé d'excellents compétiteurs. Nous avons gagné quelques coupes. Les plus jeunes m'appelaient Madame la coach, les plus âgés Alex. Personne ne voyait un monstre en moi, mais j'étais la seule capable de calmer le groupe composé des jeunes les plus difficiles. Le premier cours, j'y suis allée. J'ai mis le plus grand caïd au sol 7 fois de suite. La 7e fois, allongé avec le nez en sang, il a regardé le plafond et a soufflé. « Respect, madame. » Thomas ignorait tout de cela. Il n'avait aucune idée qu'il avait épousé une karatéka ceinture noire et entraîneuse de kickboxing. Il ne savait pas que cette femme, qu'il fallait battre, passait 5 jours par semaine à projeter des gens sur des tatamis. Il voyait seulement que je n'étais pas laide. J'avais un tempérament calme, je parlais doucement et je ne faisais pas de crise. Sa mère a pensé qu'une fille comme ça serait facile à modeler, et il l'a cru. Il n'a jamais demandé exactement où je travaillais. Pendant nos 6 mois de fiançailles, il savait juste que je travaillais dans un complexe sportif. Il pensait que j'étais une sorte d'employé de bureau qui déplaçait des papiers. J'avais souvent voulu le lui dire,
Mais sa mère coupait toujours la parole. La première fois que je suis allée chez eux pour un déjeuner de présentation, elle m'a regardé par-dessus sa tasse de thé comme on regarde une vache au marché aux bestiaux. Elle m'a tout de suite interrogée. Et combien d'appartements avez-vous dans la famille? Combien tu gagnes? Combien d'enfants tu vas pondre? Tu sais au moins cuisiner et faire la lessive. Je n'avais même pas pu ouvrir la bouche qu'elle avait ajoutée. Chez les Leroux, on ne regarde pas la beauté, mais si une femme sait tenir une maison. Celle-là a l'air calme, juste un peu trop maigre. Quand elle tombera enceinte, il faudra la faire grossir comme il faut. La deuxième fois, c'était lors des préparatifs du mariage. J'avais dit que je voulais une cérémonie intime. Brigitte avait frappé du poing sur la table. Pas question. Mon fils doit avoir un grand mariage. 200 personnes, un orchestre et au moins 5 voitures dans le cortège. La grande salle, c'est nous qui la prenons parce qu'on a beaucoup d'invités, mais tes parents paieront leur part du repas. Et avec tes économies, vous achèterez une voiture neuve pour mon petit Thomas. Tu dois aussi donner quelque chose de toi pour entrer dans notre famille. Elle agitait ses doigts aux ongles écaillés de vernis rouge sous mon nez. À ce moment-là, j'ai ravalé ma fierté. Pas par peur, mais parce que Thomas était assis à côté de moi et me jetait des regards suppliants. En privé, il m'avait dit « Ma mère a la langue bien pendue, mais elle a bon cœur. Laisse-la faire. Après le mariage, on vivra à notre façon. » Et moi, idiote, je l'avais cru. Maintenant, je savais que ce n'était pas la langue bien pendue. Elle m'avait simplement prise pour une pigeonne. Et voilà, l'acte de mariage était signé, l'appartement acheté. J'avais fourni l'apport personnel, j'avais aussi payé les travaux. Son argent à lui était entièrement entre les mains de sa mère. À leurs yeux, j'étais déjà la propriété de la famille, prise dans un piège juridique dont il n'y avait soi-disant aucune issue. Ils pensaient que le moment était venu de faire tomber le masque et de montrer les crocs. Ils voulaient faire de moi une deuxième version de ma mère. Une femme qui, même battue, ne dirait pas un mot, qui nettoierait leurs chaussures à genoux et irait préparer le dîner jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement brisée. Lorsque Thomas a enfin réussi à se relever du sol, la stupeur dans ses yeux a laissé place à la rage. Il a probablement cru que ce coup de pied n'était qu'un pur hasard, une attaque surprise à laquelle il n'était pas préparé. Après tout, comment une femme frêle pourrait-elle battre un homme d'1,80 m? Il a attrapé l'une des chaises en bois de la salle à manger et a pris son élan pour me la fracasser sur la tête, tout en crachant les pires insultes. La salive giclait d'entre ses dents serrées. Je me suis penchée sur le côté. Avant que Thomas ne puisse retrouver son équilibre, j'ai attrapé son poignet avec ma main gauche et je l'ai tiré vers le bas, tout en utilisant ma main droite pour asséner un coup du tranchant de la main, un shooto typique. J'ai visé 2 doigts au-dessus de sa pomme d'Adam. Pas pour le tuer, mais pour qu'il découvre ce qu'est la douleur. Peu importe le nom qu'on lui donne, un coup porté au larynx coupe le souffle pendant 3 secondes. Thomas a émis un râle étouffé. La chaise lui a échappé des mains. Il s'est porté les 2 mains à la gorge, comme un poisson hors de l'eau. Il ouvrait la bouche mais ne parvenait pas à respirer. Je ne lui ai laissé aucun répit. J'ai lancé un coup de pied bas, un low kick, directement dans le creux de son genou. Monsieur Marcel disait toujours « Frappe les points d'appui. Le creux du genou est le point le plus faible de la jambe. Une fraction de force suffit pour qu'un homme perde l'équilibre. » Thomas est tombé lourdement sur un genou. Je l'ai attrapé par les cheveux au niveau de la nuque et j'ai plaqué son visage directement contre le sol, pile à l'endroit où la sauce du bœuf bourguignon s'était répandue. Les éclats de porcelaine de Limoges se sont enfoncés dans sa joue. Il a hurlé de douleur. « Retiens bien ça !» me suis-je penché pour lui murmurer directement à l'oreille, si doucement que lui seul pouvait entendre. « Elle a bon goût, cette raclée jusqu'à ce que tu comprennes ?» Sa bouche était pleine de jurons et de saleté. Il essayait de se débattre. Ses mains grattaient le sol, impuissantes. J'ai enfoncé mon genou dans le bas de son dos. D'une main, je lui ai tordu le bras dans le dos dans une clé articulaire douloureuse, et de l'autre, j'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. J'ai activé le dictaphone. « Et maintenant, tu vas répéter exactement ce que tu viens de dire. La femme doit savoir où est sa place. Dis-moi gentiment. Qui t'a appris ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je dois faire une fois que tu m'auras brisé? » Point par point. Thomas était plaqué contre le carrelage froid, le visage dans la nourriture. Au début, il a encore joué les durs. Il m'a menacé. « Espèce de salope, tu oses frapper ton mari, je vais te tuer. Tu vas voir quand je vais me relever. » À chaque insulte, je tordais son bras d'1 millimètre supplémentaire. À la 3e insulte, ses menaces se sont transformées en gémissements. L'articulation de son épaule a craqué d'un bruit d'avertissement,
Tout était en train d'être enregistré. J'ai agité le téléphone sous ses yeux. Les ondes sonores rebondissaient sur l'écran. Tu as dit qu'il fallait battre sa femme. Qui t'a dit ça? Allez, dis-le dans le micro. Le visage de Thomas était rouge pivoine. Les veines pulsaient sur son cou. Il a articulé les mots en sifflant entre ses dents. Lâche-moi, lâche-moi. Pas question. On va rester dans cette position jusqu'à ce que tu sois prêt à coopérer. J'ai appuyé un peu plus fort mon genou sur son dos. Il a gémi sourdement, étalé comme une grenouille. La sauce grasse avait déjà imbibé le col de la chemise blanche que Brigitte lui avait achetée, la teintant d'une couleur brunâtre répugnante. Le bras de fer a duré environ 5 minutes. Pendant ce temps, Thomas a essayé de se dégager 3 fois. À chaque fois, j'accentuais la pression sur la clé, l'enfermant dans l'étau de la douleur. Finalement, il n'en pouvait plus. Je vais te le dire, je vais te le dire. C'est ma mère. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle a dit que si une femme ne prend pas quelques baffes, elle te monte sur la tête. Si elle en prend, elle sera obéissante. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit qu'après le mariage, dès le premier jour, il fallait imposer la hiérarchie pour ne pas t'habituer au confort. Que ta carte bancaire devait me revenir. Que tout dans la maison devait être fait comme je le veux. Et que si tu répondais, il fallait que je te frappe. Je n'ai rien dit. J'ai juste levé son bras un peu plus haut. Il a sifflé de douleur et sa voix a basculé dans un fossé aigu. Oui! Jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai même encore ces messages vocaux dans mon téléphone. Écoute-les. Tout en le maintenant sous contrôle d'une main, j'ai glissé l'autre dans sa poche et j'ai sorti son smartphone. L'écran était déverrouillé, WhatsApp ouvert, le premier contact épinglé. Maman. J'ai fait défiler la conversation. Le dernier message datait de cet après-midi. J'ai mis le haut-parleur. La voix aiguë et provinciale de Brigitte a jailli du haut-parleur, résonnant de manière lugubre dans le salon saccagé. Mon petit Thomas, je te le répète, ta petite femme n'a pas l'air d'un mouton. Aujourd'hui, tu dois la remettre à sa place. Prends-lui sa carte tout de suite. Si elle ne la donne pas, une bonne claque, et elle va se calmer direct. C'est comme ça que ma mère faisait avec ton père. Pourquoi tu crois qu'il était si calme? Faut pas trop donner d'aise aux femmes, sinon tu t'en sors plus. Tu dois la battre, parce que sinon, tu vas me faire honte. Après la lecture de l'enregistrement, le silence est tombé dans la pièce. Ça suffit. J'ai regardé Thomas, les téléphones à la main. Sur sa joue, coupée par l'éclat de porcelaine, perlait une goutte de sang. Son visage était maculé de larmes et de morve. Il avait l'air pathétique, ne ressemblant plus du tout au tyran agressif qu'il était quelques minutes auparavant. Ça suffit. Sa voix se brisait à cause des pleurs, il s'étouffait avec sa propre salive. Puisque tu le dis. J'ai jeté les téléphones sur le canapé et j'ai lâché ses cheveux et son bras. Je me suis redressée. Il a glissé sur le sol, respirant avec difficulté, tel un déchet rejeté par la mer. Il s'est massé le bras tordu, me regardant par en dessous. Dans son regard se mêlaient la peur et la haine pure. Il ressemblait à un chien battu qui, d'un côté, a peur de mordre, et de l'autre, est trop fier pour rentrer sa queue. Thomas, il faut vraiment qu'on parle. Je me suis approchée du comptoir de la cuisine, je me suis servi un verre d'eau fraîche, et je l'ai posé sur la seule partie de la table encore intacte. J'ai tiré une chaise, je me suis assise, j'ai croisé les jambes, et je l'ai regardé de haut. Le verre qui brillait sous la lumière de la lampe contrastait avec le verre brisé sur le sol. Il s'est levé lentement, a titubé jusqu'à la table, mais ne s'est pas assis. Il a appuyé son dos contre le mur. D'une main, il se tenait le dos, de l'autre, il froissait sa chemise sale. Il avait l'air d'un élève réprimandé dans le bureau du directeur. Je lui ai indiqué la chaise en face de moi. Il a hésité, puis s'est assis lentement, juste sur le bord du siège, comme s'il voulait s'enfuir à tout moment. Tu trouves que la situation chez tes parents est normale? J'ai bu une gorgée d'eau. Ma voix était aussi calme que si je ne venais pas de nettoyer le sol avec lui. Quoi? De quoi tu parles? Je te demande. Comment était la relation de tes parents? Il s'est tu un instant, fixant un morceau propre du plateau de la table. Il a fini par répondre d'une voix sourde et lugubre. Pas très bonne. Ma mère trouvait que mon père était un bon à rien. Elle l'insultait tout le temps. Mon père était silencieux. Quand il était jeune, il a levé la main sur elle une fois. Ce jour-là, ma mère l'a passé à tabac, alors il n'a jamais réessayé. Il dormait sur le balcon. L'été, il se faisait dévorer par les moustiques. L'hiver, il gelait. Ma mère disait qu'il l'avait bien cherché. Et tu trouves ça normal? Quel est le rapport avec notre maison? Il a brusquement relevé la tête. Une étincelle de rébellion s'est allumée dans ses yeux, mais sous l'effet de mon regard,
Elle s'est éteinte en moins de 2 secondes. Il y a tout un rapport. Tu viens de dire que dès le premier jour, il faut imposer la hiérarchie. Alors maintenant que je t'ai battu, tu penses que moi aussi je devrais instaurer des règles? Sa pomme d'Adam m'a tressailli nerveusement. Il n'a pas pu sortir un mot. Thomas, tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle. Tu as vu ta mère maltraiter ton père. Tu as vu comment elle te maltraitait. Elle t'a mis dans la tête qu'il fallait battre les femmes pour les soumettre. Tu crois que c'est ça, l'image normale du mariage. Mais je vais t'ouvrir les yeux sur un point. Ce n'est pas un mariage, c'est un délit. De la pure pathologie et une infraction à la loi. Un délit? Ses yeux se sont écarquillés. Depuis quand une dispute de couple c'est un délit? Selon le code pénal français, les violences physiques ou psychologiques commises par le conjoint sont passibles d'une peine de prison. J'ai commencé à parler lentement, m'assurant que chacun de mes mots pénètre dans son esprit. La violence n'est pas une affaire de famille. J'ai des plaies causées par la porcelaine que tu as cassée. J'ai les empreintes de tes doigts sur mon poignet quand tu m'as menacé. J'ai les enregistrements où ta mère t'incite à me frapper. Et pour finir, j'ai tes propres aveux. Si on additionne tout ça, c'est suffisant pour un dépôt de plainte à la police, une ordonnance de protection et des poursuites contre vous deux, en vertu de l'article 222-13 du Code pénal sur les violences par conjoint. Son visage est passé du rouge pivoine au blanc craie. Sa bouche s'est mise à trembler et ses doigts ont pincé nerveusement le bord de la table, laissant des marques sur le bois. Tu n'as pas à avoir peur. Je me suis levée et me suis penchée au-dessus de la table avec un sourire glacial. Je ne vais plus te battre. Je ne vais pas appeler la police tout de suite, à condition que tu coopères. Je vais coopérer. Il s'est accroché à ce mot comme à une bouée de sauvetage. Il s'est un peu penché vers moi. Ta mère voulait que tu me brises, et qu'elle puisse le voir. Très bien, on va lui offrir le spectacle dont elle rêvait. Elle verra à quoi ressemble une femme brisée. Il s'est figé. Il avait l'air d'être coincé dans son pire cauchemar, dont quelqu'un viendrait soudain lui annoncer que ce n'est qu'un jeu, mais sans lui en donner. Quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Exactement ce que tu viens d'entendre. Je me suis redressée, j'ai regardé le centre ravagé du salon et j'ai repoussé un débris de verre du pied. Un grincement désagréable a résonné sur le sol. Demain matin, ta mère passera. C'est bien ça? Je me souviens bien de ce qu'elle a dit hier au téléphone. Elle va venir voir comment s'est passé ton recadrage. Si elle veut tant le voir, eh bien elle le verra. Il a dégluti. L'air dans le salon était devenu si lourd qu'on aurait dit que l'oxygène avait été coupé. Il ne restait que l'odeur d'alcool et de graisse de bœuf. « Tu es folle » a-t-il réussi à sortir. « Ma mère n'est pas stupide. Elle verra tout de suite si tu joues la comédie. C'est toi qui vas jouer la comédie pour lui faire croire que tu as réussi, et elle y croira. » J'ai tapoté la table de mon index en montrant mon téléphone contenant les enregistrements. « Tu n'as pas le choix. » Le lendemain matin à 7 heures, on a sonné à la porte. Avec 1 heure d'avance sur ce que Brigitte avait annoncé. J'étais justement debout devant le miroir de la salle de bain. J'appliquais du correcteur. Non pas pour me faire un maquillage complet, mais pour camoufler les égratignures. Bien que le combat d'hier ait été une exécution à sens unique, les éclats de porcelaine avaient laissé quelques petites coupures sur mes mains. Rien de grave, mais si Brigitte les avait vues avec ses yeux de chouette, elle aurait inventé toute une histoire. J'ai poudré délicatement mon visage et mis un peu de poudre bronzante terne pour creuser mes traits. Une épouse brisée ne devait pas avoir l'air trop épanouie. « Maman est là !» a retenti la voix de Thomas dans l'entrée, empreinte d'une panique profondément enfouie. J'ai ouvert la porte de la salle de bain. Thomas se tenait près de l'entrée, changeant de chaussures, bougeant comme une marionnette en bois. Il avait mis un pull à col roulé. Il en avait eu l'idée tout seul. Sur son cou, il y avait encore la marque rouge du coup de chuteau. La porte s'est ouverte. Ma belle-mère, Brigitte, une femme d'une 60aine d'années à l'allure stricte, portait un manteau d'hiver bariolé et bon marché, sous lequel dépassait un pull en laine violette. À ses pieds, elle portait des bottes qui claquaient dans toute la cage d'escalier. Dans ses mains, elle tenait un grand sac de course cabas, rempli de lourds bocaux en verre contenant du cassoulet, du bœuf bourguignon et de la blanquette de Vaumaison. Elle apportait des provisions pour s'assurer que son petit garçon ne mourait pas de faim. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas enlevé ses chaussures, et s'est dirigée droit vers le salon, jetant immédiatement un regard scrutateur et critique sur la pièce. Ses yeux, comme des scanners, ont passé en revue le meuble télé, les plans de travail, le sol. Je suis sortie lentement de la salle de bain, la tête baissée. J'avais croisé les mains au niveau de mon ventre. J'avançais prudemment, pas à pas, de façon lente et incertaine, comme une victime terrorisée. À la salle de sport,
J'avais souvent observé la mère de l'une de mes élèves, Chloé. Elle était victime de violences conjugales depuis des années. Je me souvenais de chacun de ses tressaillements. Le menton rentré, l'évitement du contact visuel, les pas feutrés, le bégaiement. Aujourd'hui, j'utilisais tout cela avec une parfaite préméditation. « Bonjour, belle maman », ai-je dit. Ma voix était faible, 3 tons plus bas que d'habitude. Il y avait une pointe de soumission. Brigitte a enlevé ses bottes, s'est approchée de la table basse en verre et y a jeté son sac de viande. Des gouttes de sauce rosée ont éclaboussé le verre. Elle ne s'est pas souciée de moi. Elle est allée directement vers son fils. Elle lui a attrapé le menton et l'a regardé dans les yeux. « Comme tu es pâle? Tu n'as pas dormi de la nuit? »« Je suis juste un peu fatiguée, » a balbutié Thomas, essayant de se dégager, mais elle ne l'a pas lâché. Le regard de Brigitte a glissé sur le grand col roulé, puis s'est posé sur moi. Elle m'a dévisagé pendant 5 secondes, cherchant le moindre signe de rébellion. Puis les coins de sa bouche se sont lentement étirés en un sourire extrêmement satisfait et cruel. « Et alors, Thomas, on a fait le ménage ?» Thomas a dégluti nerveusement en me regardant. Au bon moment, j'ai frissonné, froissant entre mes doigts le bord d'un torchon en coton que j'avais apporté de la cuisine, jusqu'à ce que les jointures de mes doigts blanchissent sous la tension. Brigitte a remarqué ce détail, et son sourire s'est élargi. Elle s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes et a exigé de l'eau. Je lui ai tendu le verre à 2 mains, m'inclinant profondément, fixant presque le sol du regard. « Voici, belle maman. » Brigitte n'a pas bu, elle a posé le verre avec élan. « Maintenant, tu es dans la famille Leroux. Écoute-moi bien, parce que je ne le répéterai pas 2 fois. Premièrement, ta carte bancaire finit chez moi. J'ai vérifié. Tu ne gagnes pas lourd, mais chaque centime dans cette maison doit être sous mon contrôle. Deuxièmement, tu te lèves à 6 heures et tu fais un petit déjeuner chaud à mon fils. Il a l'estomac fragile. Troisièmement, après le travail, tu nettoies, tu fais à manger, et s'il a soif, tu lui apportes une bière, et tu repasses ses chemises pour le lendemain. Un homme doit se reposer après une dure journée. Et la maison, c'est ton affaire. Et quatrièmement, l'année prochaine tu devras être enceinte. Les années passent. Je t'ai pris un rendez-vous chez un bon gynécologue dans une clinique privée. Tu vas devoir arrêter tes lubies sportives et te mettre à faire des enfants. Compris? Elle s'est tue, m'examinant du regard comme une chouette cherchant une souris. Tu as compris? J'ai baissé la tête encore plus bas. J'ai compris, belle maman. J'ai jeté un regard terrifié à Thomas, comme si j'implorais son aide. La pomme d'Adam de Thomas a fait des bonds frénétiques alors qu'il essayait de bredouiller quelque chose. Maman, elle a déjà compris. Hier, je lui ai expliqué. Expliquer, c'est une chose, contrôler, c'en est une autre. Brigitte s'est levée du canapé et s'est approchée de moi, me surplombant avec un sentiment de supériorité absolue. Ses doigts glacés ont agrippé rudement mon menton, soulevant mon visage jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ma peau. Tu m'écoutes bien, la fille. Ne le prends pas personnellement. Je prends juste soin de mon fils. L'homme est le maître de maison. Toi, tu es là pour servir. Plus tu te plieras, plus ce sera facile pour toi. Ta mère ne te l'a pas expliqué, alors c'est moi qui le fais. Le mot mère a touché une corde sensible. Elle avait bien trop raison. Ma mère ne me l'avait pas expliqué. Les poings de mon père l'avaient chassée de la maison, me laissant seule avec mon regard vide et mes mains en sang. Mais M. Marcel me l'avait appris. Je me souviens comment il frappait le tatami de sa main en répétant « Alex, chaque goutte de sueur versée sert à ce que tu n'aies plus jamais à te mettre à genoux pour ramasser du verre brisé. Chacun de tes coups sert à ce qu'aucun homme n'ose jamais lever la main sur toi. » J'avais compris. J'avais tout parfaitement compris. Lentement, sans le moindre tremblement dans la main, j'ai repoussé la main de Brigitte de mon visage. J'ai redressé le dos. Le regard fuyant de la belle fille terrorisée a disparu en un éclair, remplacé par une femme au regard perçant, froid et à la posture bien droite. « Tu as fini ? Alors c'est à mon tour. » Brigitte a été choquée. Son sourire s'est figé sur ses lèvres. Dans son dictionnaire, le concept d'une belle fille osant la regarder dans les yeux n'existait pas. « Brigitte, ai-je dit, on va mettre les choses au clair. Premièrement, mon salaire a toujours été à moi. C'est le mien, et ça le restera. Deuxièmement, le bon Dieu a doté votre cher Thomas de 2 mains. S'il n'est pas capable de se faire un sandwich le matin, la boulangerie est sur le chemin de son travail. Troisièmement, je ne serai ni sa bonne, ni sa repasseuse. S'il veut une femme de ménage, qu'il paie quelqu'un d'une entreprise de nettoyage. Et s'il n'en a pas les moyens, vous pouvez venir ici tous les jours le servir vous-même. Et enfin, le 4e point.
Mon utérus n'est pas l'incubateur gratuit du clan Leroux. C'est moi qui décide quand et si je veux des enfants. Le visage de Brigitte ressemblait à un volcan en éruption. Elle avait vécu 60 ans, mais personne n'avait jamais osé lui parler ainsi. Elle s'est soudainement tournée vers Thomas, criant d'une voix qui a rempli toute la cage d'escalier. « Thomas, tu entends comment elle me parle? Qu'est-ce que tu attends? Frappe-la! Frappe-la tout de suite! Tu n'as pas dû frapper assez fort hier. » Thomas était recroquevillé contre le mur. Son visage était plus blanc que la peinture. Il ouvrait et fermait la bouche. Sa main droite s'est portée instinctivement à son dos, qui lui faisait encore sourdement mal après la rencontre avec mon genou de la veille. Il avait compris qu'il ne pouvait pas frapper cette femme. « Frappe-la !» Brigitte a abattu sa paume sur le plateau de la table, faisant renverser l'eau de son verre. « Tu es sourd ?» Thomas a dégluti. « Je ne fais pas le poids contre elle. » Brigitte s'est tue. Elle m'a regardé avec incrédulité, puis l'a regardé, comme un ordinateur qui vient de planter. Le concept de ne pas faire le poids ne rentrait pas dans sa vision étriquée du monde. « Comment ça? Comment ça tu ne fais pas le poids? » Ça veut dire exactement ce que vous avez entendu. Vous avez besoin d'une traduction? Je me suis dirigée vers le meuble de l'entrée, j'y ai pris un classeur en plastique et je l'ai jeté sur la table devant Brigitte. À l'intérieur se trouvaient des documents délivrés par la Fédération française de karaté et la Fédération française de kickboxing. Des diplômes de ceinture noire, des licences d'entraîneur, des cachets, des attestations. Brigitte a regardé les documents sans comprendre. Elle ne connaissait peu, être rien aux arts martiaux, mais les gros écussons et les tampons rouges des institutions officielles ont suscité en elle un respect subconscient, une autorité que sa philosophie de mari batteur ne pouvait pas percer. « Brigitte, ai-je dit. Hier votre fils a donné un coup de pied dans cette table et a voulu me battre. Résultat des courses. Il a dû ramasser ses dents sur le sol. J'ai l'enregistrement de ses aveux. J'ai l'enregistrement de votre conversation où vous l'incitez ouvertement à commettre un délit. Et ça, ai-je pointé du doigt la marque rouge laissée par ses ongles sur mon menton, c'est la preuve que vous avez porté atteinte à mon intégrité physique. Selon l'article 222 à 13 du Code pénal, c'est passible de prison. Si vous lui criez encore une fois « frappe-la », je dépose plainte contre vous deux au commissariat. Le visage de Brigitte s'est affaissé. Elle est tombée sur le canapé comme un ballon de baudruche percé, fixant d'un œil vide et terne mes diplômes. Thomas était blotti contre le mur comme un écolier terrifié. Le col roulé cachait les ecchymoses sur son larynx. J'ai sorti une autre chose de la commode. Le dossier contenant l'acte notarié d'achat de l'appartement. L'apport personnel, c'est moi qui l'ai payé. Les travaux, c'est moi qui les ai payés. Le prêt, on l'a pris à deux. En ce qui concerne l'argent des Leroux, il y a exactement 10 € ici. De quoi vous acheter de nouveaux meubles, si je déduis le prix de la vaisselle cassée. Ah oui, et le prix des vieilles viandes que vous avez traînées jusqu'ici, ai-je lancé en souriant. Je suis allée dans la chambre d'où j'ai sorti ma valise, que j'avais déjà préparée. J'ai mon téléphone dans la poche de mon manteau, les enregistrements, les titres de propriété, tout est sur le cloud. Et je dis d'une voix basse mais ferme, tenant la poignée de ma valise. Si jamais vous osez débarquer à mon travail, me harceler ou faire le moindre scandale sur Internet, je vous garantis que ces enregistrements finiront sur le bureau du procureur. Thomas a juste réussi à bredouiller. « Alex, on ne peut pas recommencer à zéro ?» Je l'ai regardé avec mépris. Cet homme qui, à la mairie, m'avait juré fidélité et respect, était assis contre un mur 3 jours plus tard, se cachant dans les jupes d'une mère tyrannique, me demandant pathétiquement si on pouvait recommencer. « Thomas, tu ne m'as jamais voulu, moi. Tu voulais une version plus jeune de ta mère, qui nettoierait, cuisinerait et te servirait gratuitement, toi et votre famille toxique. » J'ai ouvert la porte d'entrée. Le soleil automnal matinal a frappé mon visage et l'air frais a rempli mes poumons. Je me suis retournée une dernière fois vers Brigitte, qui restait silencieuse. « Encore une chose, Brigitte. Les femmes ne sont pas faites pour être battues. Elles sont faites pour être respectées. Vous vieillirez dans la peur. Car lorsque vos forces vous abandonneront, le système que vous avez mis en place ici se retournera contre vous. » Les roues de ma valise ont claqué de façon rythmée sur les marches de l'immeuble. À chaque pas, je me sentais plus légère. Dehors, le vent d'automne soufflait les feuilles brunes des arbres. Mon téléphone a vibré. C'était Michel, mon coach. « Salut Alex » a-t-il dit brièvement. « J'ai entendu dire qu'il y avait un souci chez toi. Les filles ont écrit dans le groupe que tu marchais vers l'arrêt de bus avec une valise ce matin. Tout va bien ? Oui, je viens de déménager et je prépare mon divorce. Tu peux me remplacer pour les entraînements de cet après-midi ? 2 secondes de silence.
Michel, un gars plus âgé que moi qui ne passait pas par 4 chemins, a répondu cash. T'es où? J'arrive avec ma Peugeot. Attends-moi. Michel est arrivé près de mon ancien immeuble 5 minutes plus tard. Il a pris ma valise, l'a mise dans le coffre, et je suis montée côté passager. Il a jeté un regard furtif à mes mains avec les marques de verre brisées, et à mon menton rougi. Il n'a rien dit. Il a démarré en faisant crisser les pneus. En route vers le complexe sportif, il a rompu le silence. Dis-moi juste, comment il va, lui? Où tu as frappé? Il a donné un coup de pied dans la table, il a cassé des assiettes. Les éclats m'ont griffé les mains et les jambes. Sa mère m'a attrapé par la mâchoire. Lui, il n'a pas pu me frapper, parce qu'il a pris cher avant. Ai-je répondu pensiveuse, regardant les immeubles défiler par la fenêtre. Un étrange sourire de satisfaction a traversé le visage de Michel, mais il est tout de suite redevenu sérieux. Il a baissé le volume de la radio, et d'une voix très sérieuse, comme s'il expliquait une stratégie sur le ring, il a dit « Écoute-moi bien, Alex. Ça fait 15 ans que je bosse dans les clubs. J'ai vu des femmes battues, des maris battus et des gosses battus. La nature des violences intrafamiliales, c'est que si tu n'assures pas tes arrières tout de suite, ils transforment la victime en coupable. Tu as des enregistrements. Tu as pris des photos de tes égratignures? Oui, j'ai tout. Va faire un certificat médical initial aux urgences médico-judiciaires, même si ce ne sont que des griffures de verre. Tu as tabassé le mec parce que tu étais en situation de légitime défense, mais leurs avocats essaieront de prouver que tu as outrepassé tes droits. La preuve médicale est primordiale. Et autre chose, les mecs comme lui, après avoir perdu le contrôle et s'être couverts de ridicule devant leur mère, font des crises de rage par honte. La tragédie de l'ego masculin blessé peut aller loin. Fais gaffe quand tu rentres de l'entraînement le soir. D'accord, merci. Je suis restée silencieuse un instant, et en descendant de voiture, j'ai ajouté avec un sourire « Michel, tu me prêtes ta matraque télescopique, celle que tu caches dans ton casier de la salle des profs, sous ton survêtement ?» Il a éclaté de rire, secouant la tête, incrédule. « Petite peste, va. Bon, je crois que je vais devoir changer le cadenas de mon casier. » On m'a attribué une chambre provisoire dans la résidence du complexe sportif, juste derrière le gymnase. Des conditions spartiates, un lit, un bureau, une petite armoire et des sanitaires partagés dans le couloir. Mais il y avait là quelque chose d'inestimable, la sécurité. À l'accueil, un vigile était présent jour et nuit. Et si Thomas avait essayé d'entrer, ma bande de gars de la section kickboxing l'aurait vite sorti comme on sort un sac de frappe. Ma première sortie depuis ma chambre a été pour aller voir Maître Antoine, un avocat aux affaires familiales très expérimenté. Quand il a écouté toute l'histoire de A à Z, il est resté silencieux quelques secondes, puis il m'a dit « Tu es beaucoup plus maligne que ton père l'était il y a 20 ans. Pendant son divorce, il a tellement menti qu'à la fin, ta mère a perdu la garde. Et moi, j'en ai eu des remords pendant des décennies. On va t'aider. On a assez d'éléments pour obtenir un divorce pour faute. Mais n'oublie pas, aucune rencontre sans témoin, pas de capture d'écran de SMS à la légère. Le divorce peut traîner s'il s'entête. Mais avec ces enregistrements, il devrait capituler dès la médiation et accepter une procédure accélérée par consentement mutuel. On verra bien. Ce soir-là, c'est moi qui ai animé l'entraînement du groupe avancé. De jeunes lycéens, des adultes après leur journée de travail, quelques gars des quartiers difficiles. Quand je suis entrée sur le tatami avec un t-shirt à manches longues pour cacher les plaies bien que le correcteur se soit quand même un peu estompé avec la sueur, tout le monde a senti que quelque chose n'allait pas. Le plus grand caïd du groupe, Hugo, 18 ans, fils du propriétaire de la casse automobile locale, s'est planté devant moi en fronçant les sourcils. « Coach, qu'est-ce qui s'est passé ?» En faisant la vaisselle chez moi, ai-je demandé ironiquement, en regardant mon avant-bras. Les assiettes peuvent être très dangereuses, figure-toi. J'ai coupé court au sujet. J'ai mené un entraînement infernal. Nous avons travaillé les projections, le combat au sol et les dégagements de saisie. Je leur ai fait répéter jusqu'à ce qu'ils soient au bord de l'épuisement, l'eau ruisselait d'eux à flot. À la fin, je les ai fait asseoir en demi-cercle sur le tatami. Écoutez-moi bien. Vous venez ici pour diverses raisons. Le sport, la condition physique, pour impressionner, pour l'autodéfense. Retenez une chose. Les coups que je vous apprends ici ne serviront jamais à épater la galerie dans un bar par malveillance. Ils servent uniquement à défendre votre intégrité physique et votre dignité. Particulièrement vous, les filles. J'ai regardé la rangée de filles essoufflées. Le monde vous dit souvent qu'il faut être obéissante, accommodante et silencieuse. Pas dans cette salle. Vous avez le droit de vous battre quand on vous accule dans un coin. Chaque bleu gagné ici sur le tatami représente votre liberté. De plus,
Votre gentillesse ne doit jamais devenir une arme entre les mains d'un agresseur. Après l'entraînement, Chloé, une fille dans la vingtaine qui travaillait dans une école maternelle et qui avait atterri ici après s'être fait harceler dans le tramway, est venue me voir. Coach, donc en situation de légitime défense, on doit frapper pour casser? La légitime défense, c'est de te créer l'espace nécessaire pour fuir. S'il n'y a pas d'échappatoire, alors tu frappes pour survivre, toi, pas lui. Juste au moment où je quittais la salle, Hugo m'a rattrapé. Il était rouge de gêne, et de la poche de son jogging usé, il a sorti une matraque télescopique noire toute neuve, avec un manche antidérapant. Sur la base en métal, il y avait gravé « À la coach ». « Hugo, tu es fou !» ai-je soupiré. « Michel m'a soufflé que vous aviez des problèmes à la maison. Je sais que vous pouvez balancer des mecs de 2 mètres, mais dans la rue, c'est toujours mieux d'avoir ça sous la main. Prenez-la, s'il vous plaît. De toute façon, je vous dois bien ça pour le kickboxing. » Il m'a fourré la matraque dans les mains et s'est presque enfui dans le couloir, trébuchant dans l'embrasure de la porte. J'ai souri finement. Et la belle-mère dans tout ça? 1 semaine et demie plus tard, j'ai appris par Thomas que Brigitte avait été hospitalisée. Apparemment, le jour où j'étais partie de chez eux, sous l'effet de la rage, elle avait fait une énorme poussée de tension. Les pompiers avaient été appelés, et ils avaient diagnostiqué une hypertension avancée avec un fort risque d'infarctus. Thomas m'a écrit ça sur Messenger. Il n'a même pas osé appeler. Il était tellement en colère et pathétique à la fois qu'il me tenait pour responsable depuis le couloir de l'hôpital, tout en craignant ma réaction. Quand Brigitte a été mise sous perfusion, un effet secondaire intéressant s'est produit. Thomas, qui voulait aller chercher les médicaments de sa mère et payer la facture de l'hôpital pour quelques examens supplémentaires, s'est rendu compte qu'il n'avait que 10 € dans son portefeuille. Et bien sûr, il ne se souvenait pas du code PIN de leur compte commun, car c'était sa mère qui gérait tout. Elle avait été tellement impitoyable qu'elle avait même exclu son propre fils. Apparemment, une dispute avait éclaté à l'hôpital, au cours de laquelle il lui avait hurlé devant les infirmières de lui rendre sa carte bancaire, car il était un adulte de 30 ans sans le sou. Brigitte s'était sentie mortellement offensée, le traitant d'ingrat. 7 jours après sa sortie de l'hôpital, Brigitte a décidé de se venger. Elle a débarqué au complexe sportif. À 6 heures, elle est arrivée avec 2 vieilles tantes de la campagne, formant une sorte d'escadron de la mort hurlant. Je les ai remarquées pendant l'échauffement en footing que je dirigeais dans la grande salle. Nous étions juste devant l'entrée principale du centre quand j'ai vu ces 3 femmes potelées au visage haineux et déterminé. Brigitte portait son manteau rouge, la tête haute. C'est elle, celle dont je vous ai parlé. Brigitte a immédiatement commencé son discours devant les gens rassemblés et le vigile, s'égosillant. Petite insolente, je suis venue pour que les gens sachent avec qui ils travaillent. Elle a été la femme de mon fils pendant 3 jours, puis elle a essayé de lui escroquer son salaire. Elle l'a battue, elle s'est enfuie de l'appartement et elle a failli me tuer avec une crise cardiaque. C'est une voyoute. Je veux parler au directeur du centre. Ses 2 acolytes hochaient la tête avec conviction, en lançant des regards venimeux. Brigitte se rapprochait à chaque mot, pointant presque son doigt sur ma poitrine. Le groupe d'élèves s'était figé. Leur souffle formait de la vapeur dans l'air froid. J'ai jaugé la situation. Une femme de 60 ans cardiaque. 2 dames du même âge. Leur mobilité s'apparentait à celle d'une mouche engluée dans du goudron. 0 menace physique. « Brigitte !» ai-je dit fort et clairement. À chaque seconde, le nombre de spectateurs venus des terrains voisins augmentait. J'ai sorti mon portable et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du dictaphone. « Je ne suis pas la femme de votre fils, il est en plein divorce. Je vois que vous vous tenez bien, mais vous vous rappelez de la tirade que vous lui avez envoyée, où vous l'incitez ouvertement à frapper sa femme? Je crois, je cite, « parce que les femmes ne comprennent rien d'autre. » Vous voudriez peu être répété ces mots à la police? Les 2 tantes ont sursauté et ont regardé Brigitte avec étonnement, car de toute évidence, elle n'avait pas mentionné ces croustillants conseils familiaux. « Tu vas me parler avec ton jargon juridique ici ?» a-t-elle crié, la voix résonnant sur les murs du complexe. « Tu n'es personne, tu viens d'une famille de cassots et tu ne seras jamais rien de plus. Ton poivreau de père buvait et te battait, et il avait bien raison, parce que les gens comme toi ne méritent que ça. Ça m'amusait. Vraiment, sincèrement et froidement, ça m'amusait. Je savais que mon passé était une tâche publique dans laquelle certains puisaient leur sentiment de supériorité. C'est exact. J'ai répondu en la regardant de haut. Mon père battait les femmes, et ma mère a été la victime de cet enfer domestique. Mes parents ne m'ont pas transmis la sagesse de la vie. Mais contrairement à eux, quelqu'un m'a élevé et m'a appris à utiliser mes poings pour écraser les tyrans domestiques de votre espèce. Si vous vous approchez encore d'un pas,
je vous repousserai en invoquant le droit à la légitime défense, et je transmettrai tout cet incident, avec vos menaces, au tribunal pour une procédure immédiate pour harcèlement. Le coach Michel s'est tenu juste à côté de moi. Quelques instants plus tard, Hugo, haletant comme une locomotive, est sorti de la foule du groupe, les sourcils froncés, se tournant vers Brigitte, prêt à lui barrer la route de son propre corps. Derrière lui, Chloé, et derrière eux, le reste du groupe. Pas un seul mot d'encouragement n'était sorti de ma bouche, mais les jeunes s'étaient formés en un mur derrière moi, démontrant à la vieille dame en colère, et à sa petite troupe leur écrasante supériorité physique. Brigitte s'est tue. Pendant un instant, elle nous a regardés avec une haine sans bornes, mais elle a vu que pour la première fois de sa vie, elle s'était aventurée en territoire inconnu. Ici, son règne de paysanne criarde et tyrannique n'impressionnait personne. Ici, elle était simplement une intruse insolente qui ne respectait pas les règles. L'une des tantes a tiré sur la manche de son manteau. Elle était pâle comme un linge. « Brigitte, on s'en va. » Les gens filment. Brigitte a lâché un juron à voix basse entre ses dents, a tourné les talons et a filé vers la voiture garée plus loin, ses talons claquant aussi bruyamment qu'elle le pouvait. Hugo lui a même adressé un signe de la main avec un sourire effronté en guise d'adieu. Ce fut la fin de leurs attaques frontales. Après une discussion avec Maître Antoine, nous avons organisé une rencontre en terrain neutre. Un café près du tribunal judiciaire de Rouen. Moi et Thomas. La réunion servait uniquement à signer les termes du divorce par consentement mutuel, sans procédure pour faute. Je n'avais accepté cela que pour en finir rapidement et ne pas avoir à siéger des années dans les salles d'audience. Thomas m'a remboursé la totalité de mon apport personnel pour l'appartement et le divorce a été acté à la vitesse de l'éclair dès la première audience. Tandis qu'il signait l'accord de médiation à la table du café, Thomas avait des cernes violets sous les yeux, ses cheveux étaient en bataille, et il portait un vieux jogging négligé. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. « On ne peut pas revenir en arrière », a-t-il murmuré en regardant sa signature tremblante au bas de l'accord. « J'ai déjà tout clôturé définitivement. » Je me suis levée, glissant la copie dans mon dossier. « Je vous ai épargné le tribunal correctionnel et les services sociaux. J'espère que ça te fera réfléchir pour l'avenir. » Un demi-mois après le prononcé du jugement, j'ai démissionné du complexe sportif. J'ai remis ma lettre de démission au directeur. Le vieil homme était visiblement choqué. Il m'a proposé une promotion et une prime. Il a insisté, me demandant si je fuyais mes problèmes. « Chef, je ne fuis pas. » ai-je souri. J'ai reçu une offre à Paris. Un nouveau centre de formation à l'autodéfense et au combat sous stress pour les femmes et les jeunes, monté par un groupe d'anciennes compétitrices. C'est mon propre projet, je dois essayer et je le veux. Le directeur a soupiré, mais il a signé ma démission et m'a serré la main. Il m'a dit alors qu'il voyait en moi un talent d'éducatrice si naturel qu'il serait stupide de ne pas l'exploiter. Le jour de mon départ, Michel m'attendait sur le parking pour m'emmener à la gare de Rouen-Rive-Droite. Mon téléphone était resté silencieux depuis longtemps concernant mes histoires familiales. Soudain, sorti de nulle part, Hugo est apparu. Il était tellement essoufflé qu'il n'arrivait pas à aligner une phrase. Il m'a fourré un sac en plastique froissé dans les mains, contenant un saucisson, une bouteille d'eau pour le trajet, 3 paquets de chips du commerce local et une pomme cabossée. « C'est pour le train, pour pas que vous ayez faim », a-t-il lâché avec difficulté. Il était rouge comme une pivoine. Puis il a plongé la main au fond de sa poche et m'a tendu un bloc de bois taillé au carré, sur lequel il avait gravé au fer à souder l'idéogramme Ossu. Au dos, il y avait écrit « Hugo, votre élève. On se voit dans 1 an aux championnats nationaux. Je dirais que je viens de chez la coach. » J'ai regardé ce simple morceau de bois. Ce que j'ai ressenti valait plus que toutes les coupes que j'avais jamais reçues. Même M. Marcel n'aurait pas pu mieux l'exprimer. La transmission de la force, de main en main. 2 ans ont passé. Mon studio parisien, le projet Résilience, a commencé à produire des résultats incroyables. Nous avons créé notre propre programme pour les femmes. Une combinaison de karaté Kyokushin, de Krav Maga et de kickboxing. Combats rapprochés. Dégagements brutaux de saisie à la gorge, esquives de coups verticaux, défense contre des frappes au visage à main nue. À chaque fois que je me tenais devant une nouvelle classe remplie de femmes en état de choc, complexées ou traumatisées, je répétais toujours les mêmes mots. Ceux que j'avais déjà martelés à mes anciens élèves. Un soir d'hiver, mon téléphone a vibré. L'écran affichait Thomas Leroux. Je l'avais depuis longtemps effacé de mes favoris. J'avais oublié mon ancienne confiance. Par curiosité, j'ai décroché. « Alex, salut », a-t-il commencé doucement, d'une voix sourde. « Désolé de t'appeler.
En fond sonore, on entendait le sifflement d'un vent glacial. Il m'a raconté qu'il avait déménagé pour un grand chantier en ville. Il était devenu grutier. Il avait définitivement renvoyé sa mère à la campagne. Il lui envoyait chaque mois une somme fixe pour ses médicaments et ses factures. Mais il l'avait totalement coupé du reste de son salaire et de ses décisions. J'ai appris à faire des spaghettis. J'arrive même à faire des œufs brouillés sans mettre de coquilles dedans. Il a ri amèrement de sa propre incapacité à se débrouiller, qu'il avait si bien dissimulé sous son masque de mâle alpha. Tu sais, quand tu étais là, au-dessus de moi, ton genou enfoncé dans mon dos, j'ai été terrifiée pour la première fois de ma vie. Terrifiée à l'idée que tu sois vraiment parti. C'est seulement maintenant, tout seul, sans que ma mère me dicte quoi faire, que j'ai réalisé à quel point j'ai été un salaud. J'ai gâché ma chance. Un silence s'est installé sur la ligne, seulement troublé par le bruit des flocons de neige frappant les vitres de ma salle de sport, et le vent dans son dos, à des dizaines de mètres au-dessus du sol. Je ne te hais pas, Thomas. La haine, c'est pour ceux qui vivent dans le passé. Et je n'ai pas d'énergie à gaspiller pour ça, ai-je dit calmement. Travaille sur toi-même. C'est le seul conseil que je peux te donner. J'ai raccroché. Ce chapitre était fermé à 100%. Ma salle de sport a plongé dans le silence après un entraînement réussi. J'y organisais aussi des ateliers avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, des cours gratuits pour l'association d'aide aux victimes de violences conjugales. Lors d'une de ces rencontres, une dame âgée, dont le bras était traversé par une énorme échymose violette, m'a apporté un sac plastique de chouquettes faites maison à la fin du cours et m'a remercié les larmes aux yeux que quelqu'un dise enfin la vérité ici. J'ai revu ma mère en elle. Quelque part, inconsciemment, je me disais que j'aidais peu, être des gens qui, un jour, l'aideraient elle aussi. Le projet Résilience s'est agrandi et nous avons déménagé dans un nouveau local 3 fois plus grand. Sur le mur blanc du hall d'entrée, chaque élève laissait son autographe à la bombe de peinture. Un jour, Hugo est passé avec une médaille d'argent des championnats et a gribouillé son nom au marqueur juste au-dessus de celui de Chloé. Une lycéenne de 16 ans est venue au cours. Sa mère l'avait inscrite parce qu'elle avait peur de rentrer seule le soir dans son quartier. Elle m'a regardée avec de grands yeux remplis d'admiration en montant sur le tatami. J'ai marché lentement le long de la rangée de mes élèves. La lumière du soleil d'hiver se reflétait sur les grandes vitres de la salle, projetant une lumière crue sur le bracelet rouge tressé que je portais au poignet en guise de protection, ainsi que sur l'espace lisse et vide de l'annulaire de ma main gauche. J'ai pris une grande inspiration sonore. Je sentais en moi une paix et une force incommensurables. En ligne! Aujourd'hui, on commence par les postures de base, ai-je donné la consigne. Le sol a tremblé sous le piétinement lourd, régulier et puissant de toute la classe, prête au combat. Osu,